Je commencerai d'abord à dire que en fait, la privacy, on l'a abandonnée complètement dans les esprits dans le monde digital au début des GAFA. Ah et du coup, ça veut dire que Polygon, Gnosis, il n'y a pas d'avenir? C'est pour ça qu'on veut la décentralisation. C'est pour être sûr que notre système est sans permission, permissionless. C'est la meilleure piste qu'on a aujourd'hui pour résoudre le problème de scalabilité qu'on a aujourd'hui sur les blockchains. Charles Guimet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto, un plaisir de te recevoir. Bah, merci de m'accueillir, c'est chaque fois un plaisir. On a 2-3 trucs à causer, ça va être intéressant. Alors on va commencer par Shanghai, là on en parlait tout à l'heure, ça c'est un sujet qui préoccupe les personnes qui ont des Ethers coincés sur Ethereum. Alors c'est quoi le pitch de la mise à jour Shanghai et en quoi c'est important Alors, Shanghai Update, c'est un update d'Ethereum, du code d'Ethereum. Donc, ça veut dire que l'ensemble des règles qui régissent Ethereum changent. Donc, ça, c'est un process régulier. C'est un process qui dure dans le temps. Depuis le début d'Ethereum, il y a plein d'upgrades régulières. Et donc là, l'upgrade qui va arriver bientôt, normalement, c'est le 12 avril, si je dis pas de bêtises, c'est le Shanghai Update. Et la feature très importante qui arrive dans le Shanghai Update, c'est la possibilité de retirer ces Ethereum stakés. Alors, si on va un petit peu dans le passé, au moment où on a dit on fait le merge, on passe du proof of work proof of stake. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, on va locker des Ethereum, donc les bloquer dans un stake, les mettre at stake, disons. Un smart contract, quoi. Dans un smart contract. Et ensuite, on va avoir des validateurs qui valident les blocs et qui redonnent des rewards, donc des récompenses, aux gens qui ont staké. Donc, idéalement, on aime bien que ce soit les mêmes qui stake et qui valident. En pratique, c'est pas trop le cas, pour différentes raisons. Parce qu'il y a un marché secondaire qui s'est développé là-dessus. Il y a une sorte de marché secondaire qui s'est développé là-dessus pour différentes raisons. La première, c'est qu'il faut que tu aies 32 Ethers minimum pour staker, donc c'est par bloc de... À l'époque, c'était beaucoup, maintenant, ça l'est beaucoup moins. Ouais, quand même, 32 Ethers, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Ça fait 50 000 balles, quoi, à peu près, c'est ça? $10, ouais, c'est autour de 50 000 aujourd'hui, donc c'est pas rien non plus. Ah, mais quand c'était à 5 000... Oui, ouais, ça n'a jamais touché 5 000, tu sais. Ouais, je crois oh, que pas loin, 4 4 000 et des bananes. Et oui, effectivement. Donc, tu dois bloquer déjà 32 Ethers. Et en plus de ça, au moment où il y a eu cette mise à jour, en fait, on savait pas à partir de quand on pourrait les retirer. Donc, en fait, on les mettait dans un trou noir. et on savait pas à partir de quel upgrade d'Ethereum on serait capable de les retirer. Et ben, mais c'était promis quand même. Hein. C'était promis, oui, bien sûr, mais historiquement, la roadmap Ethereum est un petit peu en retard, donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a eu toute cette période-là, depuis le merge, même un petit peu avant, en fait, où les gens ont bloqué des Ethers par bloc de 32, et qui pouvaient pas, enfin personne ne pouvait retirer ces Ethers. Et ça, c'est un truc qui va être possible à partir de l'update de Shanghai. Peut-être ce qu'on peut dire aussi sur le passage de Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum, il a été pas mal vendu pour des raisons écologiques. Et au final, je pense que la principale motivation de ce passage-là, c'était plutôt pour des questions de scalabilité. Quand on a voulu scaler Ethereum, on a discuté de différentes possibilités. Et donc, il y a eu l'idée des Layer 2. Donc ça, c'est une idée qui est toujours en cours, et d'ailleurs, c'est vers là qu'on se dirige. Il y avait aussi l'idée de faire du sharding. Faire du sharding, c'était de couper la blockchain en différentes shards et avoir des consensus locaux sur chacune des shards. Donc, ce qui est un petit peu la stratégie du divide and conquer. Et ensuite, avoir un système de communication inter-shard. Mais du coup, quand tu rentres en mode sharding, le consensus proof of work qui devient beaucoup plus difficile à faire fonctionner. L'attaque à 51%, elle peut arriver par shard. Ouais. Donc il faut réfléchir à des trade-offs qui sont quand même plus compliqués à arriver. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on est passé vers le proof of stake, en fait. Et d'ailleurs, le sharding, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a Ethereum, et puis la première stratégie pour lutter contre les frais qui devenaient inaccessibles, c'est vrai qu'ils étaient chers, c'est qu'ils étaient inaccessibles pour certains, et ben ça a été de faire des sidechains, comme Polygon, Gnosis, qui avaient leur propre consensus, etc., mais qui se sont calqués sur Ethereum, en disant un jour, nous nous rejoindrons, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, maintenant, les sharding, ce serait vraiment chouette, c'est d'avoir la même sécurité sur toutes ces chaînes
de profiter de la grosse sécurité d'Ethereum. Ouais, parce qu'en fait, le problème qu'on a avec donc toutes ces chaînes, elles ont utilisé le consensus d'Ethereum et toute l'IVM, notamment parce qu'elles pouvaient réutiliser l'ensemble des contrats qui existent déjà. Donc, La tous les tech, développeurs, c'est des copies-collées en gros. c'est des copier-coller. Et pourquoi c'est moins cher? Simplement parce qu'il y a moins Il y a moins de d'activité en monde. fait. Il n'y a rien de magique, hein, il y a rien de magique. C'est pas vraiment une solution de scalabilité. C'est moins cher, mais du coup, c'est aussi moins sécure. Enfin, tout va ensemble. Et donc aujourd'hui, l'idée du sharding, on l'a plus ou moins abandonnée pour Ethereum. Et là, la roadmap Ethereum, elle est vraiment full sur rendre possible les Layer 2. Et on se dirige vers un monde où le Layer 1 d'Ethereum est vraiment un monde de settlement. Donc vraiment une blockchain très secure avec assez peu de transactions qui coûtent cher. Mais l'idée, c'est d'utiliser des Layer 2 dans lesquels on va avoir beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de scalabilité, et de factoriser du coup ces mondes de Layer 2 sur le Layer 1. Bon, est-ce qu'on peut faire le parallèle maintenant que Swift est à la mode depuis un an il y a dans le système bancaire, vous avez les banques centrales qui communiquent avec les banques commerciales avec un protocole qui s'appelle Swift, qui est en gros une messagerie WhatsApp, hein, on va pas se mentir, mais voilà. Et par contre, chaque transaction Swift, elle regroupe une terafultitude de petites transactions, dont ma baguette de pain. Voilà. Et en fait, c'est un peu le principe des Layer 1 et des Layer 2. Par couche, Exactement. En fait, les banques, elles font pas des échanges pour chacune des transactions qu'on fait. Elles regardent à la fin de certaines époques, d'une journée ou de je sais pas quand, l'ensemble des transactions qui ont eu lieu, combien on se doit entre banques, et c'est cette transaction qui a lieu interbanque, mais pas à chacune des transactions, effectivement. Du coup, le parallèle, il marche pas et c'est marrant parce qu'avant, j'aurais parlé de Swift il y a 2 ans, tout le monde m'aurait regardé, mais maintenant, c'est très connu. Donc, par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. Comment ça se fait que la sécurité sur une Layer 2, elle est intègre, alors que techniquement, on n'est plus sur la Layer 1 qui, elle, est réputée avec le consensus solide. Comment on arrive à construire une sécurité sur une racine voilà. Alors, bon, il y a différentes technologies de Layer 2. Celle qui m'intéresse le plus particulièrement, moi, c'est les Validity Rollup. Donc, on a les Optimistic Rollup et les Validity Rollup. Et dans les Validity Rollup, c'est surtout les Zero Knowledge Rollup, les ZK Rollup. Et donc là, l'idée... Starkware, quoi. Starkware, c'en est un, effectivement. T'as ZK5, t'en as d'autres. Je ne vais pas faire la publicité simplement pour Starkware. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir un prover qui va faire une preuve cryptographique que l'ensemble des transactions qui ont eu lieu correspondent, sont légitimes et correspondent aux règles de la blockchain de Starknet, par exemple. Et sur le Layer 1, sur Ethereum, tu as un smart contract qui est en charge de seulement vérifier la validité de cette preuve. Et une propriété intéressante du Zero Knowledge, c'est l'asymétrie entre ces deux fonctions. Créer une preuve Zero Knowledge, c'est quelque chose qui coûte cher, ça demande beaucoup de computation, de ressources, d'ordinateurs, de calcul. Et par contre, vérifier cette preuve, c'est quelque chose qui est très simple. Et ça se traduit en Ethereum. Comme les pulses, quoi. À faire, c'est chiant, mais à vérifier, on dit, ok, c'est bon, ça marche. Quoi. Effectivement, c'est une bonne comparaison. Et sur Ethereum, ça se traduit en vérifier une preuve, ça coûte peu de gaz. Vu que ça coûte peu de calcul, ça coûte peu de gaz. Donc en fait, sur la blockchain Ethereum, on va simplement mettre un smart contract qui est capable de vérifier la validité de la preuve. Et sur le Layer 2, on va avoir des provers ou des séquenceurs, on appelle ça des séquenceurs, qui vont générer des preuves de validité. Et en fait, on est certain qu'ils ne trichent pas, parce qu'on a le vérifieur qui vérifie que la preuve est correcte. Et là, il y a un peu de magie noire, parce que par exemple, moi je joue beaucoup en ce moment sur Immutable, et on peut se balader des NFT autant qu'on en veut, ça ne coûte rien. Parce qu'il suffit de signer avec la clé, on signe la transaction, et puis, si j'ai bien compris, il y a tout un tas de signatures qui s'empilent là, comme ça, là, et ensuite, ils sont renvoyés sur Ethereum, je suppose, et là, ils sont ancrés. Mais, alors déjà, la question, c'est comment ma signature, elle part sur Internet ? Enfin, qui stocke l'information de la signature ? C'est un coût voilà. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a un intervalle de sécurité. Ça veut dire que tant que, par exemple, sur Optimism, qui est une autre technique de roll-up, mais on me disait, franchement, frérot, avant 7 jours,
attends quoi, compte pas trop dessus avant 7 jours. Comment ça marche cette magie noire où globalement on se signe des trucs qui ne coûtent rien parce qu'on paye rien, et ensuite quel est ce délai, est-ce que c'est chaque bloc, est-ce que c'est chaque... Alors du coup c'est la question de la finalité. Donc déjà pourquoi ça coûte rien, c'est que en fait on factorise l'ensemble de toutes les transactions qui ont lieu sur ton layer 2. On les met toutes ensemble et on a le séquenceur qui va créer la preuve de validité, il va vérifier l'ensemble des transactions. Et en fait, tu n'en as qu'un seul. Tu n'as qu'un seul séquenceur qui vérifie l'ensemble des transactions et qui crée une preuve de correctitude, une preuve de validité de l'ensemble de ces transactions. On peut en mettre autant qu'on veut. On en met autant qu'on veut, et ensuite on fait une preuve, on envoie la preuve à Ethereum. Là, on paye un peu plus de fees, mais par contre, on les divise par le nombre de transactions qui ont lieu. Donc au final, c'est pour ça que ça te coûte très peu. Mais quand on dit on en met autant qu'on veut, c'est bizarre, parce que moi, quand je signe une transaction, c'est bien une information. Cette information, elle est traitée, puisqu'elle est empilée, ça coûte quelque chose quelque part. Bah, ça coûte tout le calcul de créer cette preuve, mais tu le payes une seule fois par le séquenceur. Le séquenceur, il va Et en attendant, c'est stocké où? Bah, il y a un système de mempool de la même manière. Et ça coûte rien, une mempool? Ça coûte un petit peu, mais du coup, tu le divises par le nombre de personnes. Là, il y a un côté un peu centralisé. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on peut regretter, disons, ou qu'on peut reprocher au Rollup aujourd'hui, c'est qu'on a souvent un seul séquenceur. Le séquenceur, il peut pas tricher, parce que souvent on se pose la question de la décentralisation sur les Layer 1, et il y a deux choses. On veut éviter que les gens trichent, donc c'est pour ça que tout le monde vérifie les transactions de tout le monde tout le temps, etc. Et il y a la question de la censurabilité. Et donc c'est pour ça qu'on veut la décentralisation, c'est pour être sûr que notre système est sans permission, permissionless. Mais il y a ces deux propriétés. Sur un Layer 2, le fait que le séquenceur soit centralisé, ça pose pas de problème de sécurité parce qu'il ne peut pas y tricher. On a le smart contract sur le Layer 1 qui va vérifier la validité de la preuve et du coup, le séquenceur il peut pas tricher. Par contre, il pourrait censurer. Il pourrait dire j'aime pas trop Richard, je vais pas prendre ces transactions. Et du coup, ça c'est un challenge. Il y a différentes pistes qui sont pas simples pour éviter ça. Une des idées, c'est de faire des bridges qui sont natifs à Ethereum pour pouvoir ramener tes tokens sur le Layer 1 et du coup pouvoir te sortir de ce lock. Après, il y a d'autres solutions. L'idée de décentraliser un petit peu les provers, de créer des fédérations de séquenceurs. Bref, il y a encore d'autres choses beaucoup plus compliquées. Il y a pas mal de littérature. Là, c'est très florissant en termes de recherche. Mais ça reste un challenge qu'on a aujourd'hui sur les Layer 2 ZK. Et les optimistic rollup, ils marchent un petit peu différemment. Donc la finalité, pour revenir à ta question, la finalité des ZK rollup, c'est à chaque fois qu'on vient ancrer du coup, la preuve de toutes les transactions sur Layer 1 que tes transactions deviennent finales. Parce qu'elles sont, Et c'est dès qu'une quantité de preuves est atteinte que c'est ancré ou alors c'est tous les temps de temps? Ah bah, du coup, ça va dépendre des rollups en question, et ça va dépendre des questions économiques en fait, tu vois. Si tu te dis je vais faire une preuve toutes les 3 transactions parce qu'il y a peu d'usage, bah, ça va te coûter très cher par transaction. Donc là c'est vraiment une question d'usage et l'idée c'est que l'idée à terme c'est que les rollups, les Layer 2 rassemblent un grand nombre de transactions, créent des preuves et à intervalles très réguliers, peut-être à la vitesse d'Ethereum, toutes les 10 secondes, prennent toutes ces transactions et créent des preuves, et du coup là t'as la même finalité qu'Ethereum. Et la mempool, elle est où? Elle est bien décentralisée, la mempool aussi, non? Bah pas très décentralisée, t'as juste besoin du séquenceur, que le séquenceur y ait accès, donc pas très long. D'accord, donc c'est pour ça que ça coûte rien. C'est parce que c'est une machine en fait. Exactement. Et quand quand j'empile mes transactions en signant pour transférer des machins, des bidules. J'aime bien quand tu me montres faire des transactions. Là on a levé avec Guillaume, là on est sur la fin de la levée, on n'arrête pas de passer du pognon. On entend des clic 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 toute la soirée. Ok, donc et ça sert à quoi en fait? Alors en termes de privacy, ça pose un problème quand même tout ça, parce que comment est-ce qu'on garantit, parce que là on explique qu'au final on a résolu le problème. Est-ce que c'est juste si je dis qu'on résout le problème de la scalabilité en créant un goulot d'étranglement centralisé? C'est un petit peu réducteur, mais il y a du vrai. Effectivement, c'est la meilleure piste qu'on a aujourd'hui pour résoudre le problème de scalabilité qu'on a aujourd'hui sur les blockchains. Et effectivement, dans le trilemme qu'on connaît bien de décentralisation, sécurité, scalabilité,
Le Layer 1 reste assez bien sur ces 3 trucs, un petit peu moins bien sur la scalabilité, et Layer 2 est très bon sur la scalabilité, un peu moins sur la décentralisation. Donc on a un petit Et peu... du coup, on peut se dire que oui, on a un problème éventuellement de censurabilité ou de décentralisation, mais en vrai, pour les affaires courantes, on s'en fiche. Et dès que ça pose problème, on a un backup pour aller se réancrer sur le... Tout à fait. Donc en gros, tout ce qui n'est pas important, on s'en fout. Voilà, c'est un peu ça. Et tout ce qui est important, il y a moyen de rester incensurable. C'est ça le pitch. Exactement. Et du coup, ça marche bien, ça. Bah, pour l'instant, ça marche bien. Là, on est quand même toujours dans les phases de R&D. Il y a assez peu de réseaux mainnet Layer 2. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, de ressources et d'esprits brillants qui travaillent sur ces sujets et que ça avance très vite, quoi. Les progrès sont vraiment très grands. Quand je te parlais des différentes pistes qu'on avait à l'époque sur la scalabilité d'Ethereum, on parlait de sharding d'un côté et de Layer 2 de l'autre. À cette époque-là, c'était pas clair ni comment on allait faire l'un, ni comment on allait faire l'autre, mais on pensait que c'était plus facile de faire du sharding. Et au final, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été engagées sur Layer 2 et on a avancé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et le sharding, d'ailleurs, on l'a plus ou moins abandonné maintenant. Ah et du coup, ça veut dire que Polygon, Gnosis, il n'y a pas d'avenir? C'est Parce pas que si on abandonne si on abandonne le sharding, ça veut dire que ces trucs-là, ils vont disparaître parce que Ethereum va tout manger. Enfin, c'est pas vraiment du sharding que tu as sur Polygon, mais non, mais le futur de Polygon, oui, c'était de rejoindre Ethereum. Mais effectivement, si tout se passe bien sur les ZK Rollup et les Validity Rollup plus généralement, les Polygon et compagnie, ils ont moins d'intérêt, ça c'est très clair. Mais d'ailleurs, ils investissent sur les ZK Rollup. Mais ça veut dire qu'ils deviennent des concurrents d'Ethereum ? Éventuellement, ou peut-être qu'ils vont simplement s'ancrer sur Ethereum dans la suite. C'est possible aussi. Pardon ? peut-être que les rollups que Polygon développe, ils vont les ancrer non pas sur Polygon, mais sur Ethereum. Ça veut dire que Polygon disparaît et qu'il reste le rollup ? Je spécule un peu, je sais pas. Non, mais Polygon ou un autre, on s'en fiche, hein, mais sur le principe, ça veut dire qu'ils abandonneraient leur chaîne dès qu'ils seraient capables de rejoindre, mais différemment, quoi. C'est une possibilité. Là, je peux pas parler pour ces cas particuliers, mais moi, je crois vraiment que les technologies se remplacent les unes les autres. Dès que tu as une meilleure technologie, la précédente, elle a plus vraiment de raison d'exister. Donc dans ce scénario-là, c'est sans impact pour l'utilisateur, il s'en fout, il fait transbahuter ses machins, c'est tout compatible. Par contre, au lieu de disparaître sous la forme de sharding, parce que c'est aussi une disparition de la chaîne, il disparaîtrait, mais par la L2, quoi. Enfin, c'est un peu l'attaque des Indiens, quoi. C'est une possibilité. Ouais, donc en fait, tout ça est quand même pas très clair. Enfin, on est on est un peu à la croisée des chemins, mais on a l'impression quand même que le chemin se dirige vers les roll-ups, c'est assez sûr, et plutôt vers les validity roll-up, ça serait mon avis. Du coup, ça nous emmène à une mise à jour et un EIP, alors je ne sais plus le numéro, chose 1539, je crois, de mémoire, peut-être, sur les abstractions de compte. Ah. Et alors ça, c'est un autre sujet, et comme c'est un peu... Enfin, j'en prends un deuxième. L'idée de l'abstraction de compte, c'est de rendre friendly et, on va dire, Web 2 compatible, je sais pas comment le dire, la gestion des clés privées et la gestion même de son wallet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens avec les wallets, ils sont en sueur, quoi. Et ma passphrase, là, si je la perds, c'est quoi le service client ? Compliqué. Et le fait de devoir stocker à l'extérieur d'Internet, rien que ça, c'est une difficulté, en fait, parce que un trou à 6 pieds du grand chêne dans le jardin pour la passphrase dans des rondelles en métal, c'est pas très intuitif, quoi. Ah bon, après, chacun sa méthode. Donc, account abstraction, donc l'abstraction de compte, comme tu dis, c'est une idée. Plus globalement, c'est pas seulement sur Ethereum. D'ailleurs, il y a cette idée-là sur Starknet. Il n'y a même pas de compte natif sur Starknet. Il n'y a que de l'abstraction de compte. Et l'idée, c'est la suivante. Aujourd'hui, les blockchains qu'on connaît, elles sont très primitives, dans le sens où un compte, c'est juste avoir une clé publique, une adresse, et donc la clé privée qui correspond. Dès que tu as une clé privée, en fait, tu as un compte. Et avec ta clé privée, tu génères ta clé publique, tu en fais une adresse, et tu envoies de l'argent sur cette adresse, et voilà, tu as un compte Ethereum. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est que comme ça. Dès que tu veux rajouter des règles supplémentaires, ça devient assez compliqué. Les blockchains ne sont pas vraiment prévues pour ça. Si on réfléchit à Bitcoin,
il y a assez peu de règles possibles d'ailleurs sur Bitcoin, mais il y en a quelques-unes. Typiquement, tu peux faire un multisig. Il y a RGB qui permet de... Tu peux mettre des time locks, tu vois, c'est le genre de choses que tu peux faire, mais pas beaucoup plus que ça. Sur Ethereum, on peut faire des trucs aussi compliqués qu'on veut au final. Le problème de ça, c'est que ça coûte cher en gaz. Dès que tu veux faire des trucs compliqués, bah, ça coûte cher en gaz. Et si tu veux commencer à mettre des règles de gouvernance complexes sur ton compte, bah, à chaque fois que tu vas faire une transaction, ça va te coûter très cher. Pour Bill Gates peut-être, mais pour le commun des mortels, non. Voilà, c'est ça. Ouais, puis même Bill Gates, je pense qu'il fait attention à comment il dépense son argent. Il ne va pas en dépenser inutilement s'il n'y a pas besoin. Et en fait, l'idée d'avoir l'abstraction de compte, c'est des idées qui existent déjà et qui sont déjà plus ou moins en prod, en fait. Quand tu réfléchis à argent, quand tu réfléchis à Gnosis, en fait, on est déjà dans l'idée de faire des smart wallets et tes Ethereum, tu les as pas directement... Enfin, oui, argent, c'est un wallet. Hein. Quand tu dis argent, c'est un wallet. Exactement, c'est un wallet du coup, qui utilise cette technologie, c'est un smart wallet. L'idée, c'est que tes Ethereum, ils sont pas directement contrôlés par ta clé privée, mais ils sont contrôlés par un smart contract. Et le smart contract, la manière d'interagir avec, bah, tu vas créer des règles différentes. Tu vas créer des règles différentes qui permettent d'interagir avec ce contrat. Mais du coup, la clé privée, elle est connue du smart contract ? Le smart contract, il n'a pas de clé privée, mais il est capable de dépenser ton argent lorsque certaines règles sont remplies. Et typiquement, tu peux dire sur Gnosis, tu peux dire, mes règles, ça va être, je veux qu'il y ait 3 signatures de 3 wallets bien déterminés. Et donc, le smart contract, il va avoir une règle qui dit, OK, l'argent qui est bloqué dans mon smart contract, je suis capable de le dépenser seulement si je récupère 3 transactions, 3 signatures de ces 3 wallets. Et ça, c'est Gnosis Safe ? Ouais, Gnosis Safe, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Quand je disais Gnosis, c'était Gnosis Safe. Ah oui, d'accord. Okay. Donc Gnosis Safe, il fait ça. Mais en fait, le smart contract, il n'a pas de clé privée qui te permet de dépenser. Juste, il a une règle qui dit, si je récupère ces 3 signatures, alors je vais dépenser. Mais du coup, c'est très différent d'avoir juste un acompte direct qui dit, mon argent, il est sur telle adresse et ma clé privée est là. Donc en fait, on est déjà un petit peu dans le cadre d'abstraction dans ce cas-là. Et l'idée du cadre d'abstraction, c'est de standardiser ça. D'avoir un ensemble de règles plus ou moins standards qui va te permettre de faire tout un tas de choses. Et typiquement, tu vas pouvoir créer des règles de gouvernance du genre, donc sur mon compte Ethereum, donc qui est plus vraiment un compte Ethereum, qui est un smart contract. Sur mon smart contract qui est sur Ethereum, je mets mes Ethereum, je mets mes NFT, je mets mes wrapped Bitcoin, si vraiment tu veux me faire ça. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Et donc tu mets tout ça et tu vas dire, je vais mettre des règles de gouvernance spécifiques. Et typiquement, tu peux dire, je veux que ce NFT qui a beaucoup de valeur et ses wrapped Bitcoin et ses Ethereum, je ne puisse pas les dépenser si je n'ai pas une signature de mon Ledger plus une signature de mon téléphone et je ne peux pas dépenser plus que tant par jour, etc. Tu peux définir ce genre de règles de gouvernance dans ton smart contract et tu peux dire ces NFT qui n'ont pas beaucoup de valeur et $10 par jour, je peux les dépenser seulement avec mon téléphone. Donc avec mon téléphone, ça peut être vérifier une signature FIDO, je sais pas si tu vois Passkeys par exemple, ce genre de choses. Donc tous les trucs d'authentification FIDO que tu as sur Android ou sur donc avec ton doigt quoi. Ou sur iOS, oui. Donc elles sont générées quand tu les débloques avec ton doigt. À ce moment-là, ton téléphone est capable de faire une signature. Et dans Smart Contract, tu peux dire, je vais vérifier les signatures FIDO. Pour 100 balles par jour, ok. Pour 100 balles par jour. Donc voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que tu peux faire avec Account Abstraction. Le problème de ça, parce qu'évidemment, tout n'est pas magique, parce que ça a l'air super sympa. Oui, on peut faire d'autres choses. Le truc dont tu parlais juste avant, c'est aussi le recovery. Donc là, on voit bien qu'il n'y a plus forcément une seed. Tu peux avoir une seed pour contrôler, une seed dans ton anneau pour contrôler ce qui a beaucoup de valeur. Et pour le reste, tu as juste ton FIDO avec ton backup, ton Google Drive. Donc, tu vois, après, du coup, le modèle de sécurité peut être un peu plus compliqué à comprendre pour l'utilisateur, mais un peu plus souple. Tu vois. Mais effectivement, tu n'as pas une seed qui correspond à tout ton wallet. Le modèle change un petit peu de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire. Tu peux rajouter des règles du genre, moi je veux un social recovery. Social recovery, tu vas choisir 5 de tes amis et tu qui vas ne se connaissent pas. Bon, c'est toi qui vois encore une fois, tu vois. Mais c'est mieux s'ils se connaissent pas. C'est mieux s'ils se connaissent pas, oui, et qui savent pas qu'ils sont tous dans un multisig. Au final, c'est ça que tu fais. Et tu vas dire, si jamais j'ai perdu l'accès à mes comptes, je voudrais quand même les récupérer, et donc je peux les pinguer
pour qu'ils me signent chacun un message, et puis il y a un timelock derrière qui dit, bon, bah, le message, une fois que les 5 messages sont signés, et ben, les fonds sont envoyés vers telle adresse de mon choix ou de leur choix. Bon, en fait, toutes ces règles-là, tu peux les définir dans ton smart contract, dans ton account abstraction. Et l'idée, c'est qu'il y a un bouton « J'ai oublié mon mot de passe », quoi. Exactement. Et donc, du coup, ça permet de faire une UX dans laquelle tu as un bouton qui met j'ai oublié mon mot de passe. Bon, ça, c'est tout ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça. Est-ce qu'on pourrait faire un système de sécurité où, en fait, les gens qui ont les morceaux de clés ne se connaissent pas, et même toi, tu les connais pas, mais que ça fasse partie d'un réseau? Et en fait, c'est un peu en peer-to-peer, quoi. Et en gros, toi, tu sais pas trop, mais quand tu sais que quand tu reçois ce message-là, et ben, tu renvoies. Et... Après, tu veux être sûr que ce soit vers la bonne personne, etc. Mais on peut imaginer ce genre de choses. Il y a pas, il faut... Donc, un système de récupération sociale, en fait, mais mutualisé, quoi. Le gars qui a pas d'amis, tu vois, il est pas tout seul. C'est ça. Le gars... Tout à fait. Du coup, une fois qu'on a dit ça, l'idée a l'air assez séduisante. Le problème, c'est que si on veut faire ça sur Ethereum, on va se retrouver avec un smart contract un petit peu gros, et surtout avec plein de règles, et son exécution va être très coûteuse. Donc à chaque fois que tu vas vouloir payer 10 balles par jour, comme on disait, en fait, payer 10 balles par jour, ça va te coûter 200 balles de fees, parce que ça tourne sur Ethereum, et sur Ethereum, c'est des enchères sur les fees, quoi. Donc, comme tu sais, on paye le compute décentralisé. Et du coup, c'est pas viable du tout. Donc en fait, sur Ethereum, ce truc, ça n'arrivera pas. Enfin, le truc que je viens de décrire, en fait, si ça arrive, c'est-à-dire que personne n'utilise Ethereum et que les fees sont pas chères. Oh. Donc ça n'arrivera pas. Il y a quelques use cases qui vont continuer à demeurer. Typiquement, Gnosis Safe, le use case, c'est tu vas avoir un petit peu de gouvernance sur tes comptes Ethereum. On fait très peu de transactions, mais il y a, 10 millions sur le compte, et on va faire 2 transactions par jour qui vont coûter 200 balles, mais 2 transactions par an qui vont coûter 200 balles, mais c'est pas grave parce qu'on préfère avoir cette gouvernance on-chain. Ce use case-là, il change pas, il continue à fonctionner sur Ethereum. Mais par contre, le use case dont je viens de te parler, où tu fais une abstraction de compte pour l'ensemble de tes usages d'Ethereum, ce truc-là, ça va pas arriver justement à cause des fees. Par contre, sur les Layer 2, c'est un truc qui peut complètement arriver. Comme on disait tout à l'heure, les Layer 2, l'exécution de code, elle coûte pas cher du tout. Et parce que justement, on mutualise l'ensemble des transactions, des signatures dans un bloc pour lequel on fait une preuve, et cette preuve est envoyée au Layer 1, pour cette raison-là, on peut faire des abstractions de compte aussi complexes qu'on veut et définir tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais en préalable, sur Starknet, il n'y a pas les EOA, Externally Owned Account. Il n'y a pas le système de tu as une clé privée, une clé publique, une adresse, c'est ça ton compte. Ton compte, par défaut, c'est un compte abstrait. C'est une abstraction de compte. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué parce que quand on est avec son wallet et qu'on se connecte à Immutable, par exemple, qui utilise Starknet, parce qu'il n'y a pas de réseau Starknet, il est utilisé par, on a du mal à... Enfin, c'est pas comme une autre blockchain, en fait. On n'a pas des actifs sur Starknet quelque part. C'est un peu plus... Tout est ancré dans Ethereum, et ensuite on joue avec des signatures sur Starknet, quoi. Tout à fait. Donc c'est une gymnastique, ça surprend un peu au début, quoi. C'est ça. Mais donc là, on est vraiment en train de réfléchir à toutes les capacités qu'on peut faire, et une fois qu'on a tout ça, effectivement, on va pouvoir créer des UX où toute la complexité de la blockchain qu'on connaît aujourd'hui, on va pouvoir la cacher un petit peu. Ça, c'est sûr. Un petit peu ? Un petit peu ou beaucoup, mais après, moi je crois quand même que, bon, déjà, les Layer 1 vont pas arrêter d'exister, Bitcoin va pas arrêter d'exister, ça va pas remplacer ça. Il faut bien ancrer quelque chose. Oui, exactement, déjà, il faut pouvoir l'ancrer, et puis les use cases sont assez différents. Après, je crois quand même que, même s'il faut améliorer l'UX de la blockchain, comprendre un petit peu ce qui se passe, ça reste quand même, pour moi, important, en fait. Oh, mais les gens, ils savent plus comment marche Internet, ni le robinet dans la cuisine, ça les dérange pas, hein. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut au moins comprendre, tu vois, les risques, le modèle de sécurité, où sont tes assets, pas forcément, mais comment tu accèdes à tes WBTC, tes Ethers et ton NFT super, qui a beaucoup de valeur pour toi. Il faut que tu comprennes que, là, celui-là, je vais vouloir le mettre des règles plus compliquées que pour dépenser mes 10 balles, tu vois. Tu mets pas ton coffre-fort dans ton portefeuille, tu vois, que t'as dans la poche, quoi. Ça, c'est une question compliquée, en fait, parce que... La façon dont on a résolu ça dans la vie courante, c'est les banques.
En disant mettez tout là, on s'occupe. Voilà. Tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Tu s'occupes. Tout à fait. Mais du coup, et après c'est le banquier lui qui gère ses stratégies. Exactement. En disant bah allez, je mets 10 000 balles dans la caisse à Martine parce qu'il faut qu'elle paye le boulanger, le machin. Et du coup la différence c'est que les banques elles te fournissent des règles par défaut. Et par exemple, tu peux pas faire un transfert de plus de temps par jour, semaine, etc. Sans appeler Martine, justement. Sans appeler Martine, et quand tu l'appelles, ça te coûte 5 balles, tu vois. Donc les banques, elles ont créé ces règles pour toi, et elles les enforcent. Je suis désolé pour les gens qui sont très francophiles. Elles les assurent, elles les garantissent qu'elles sont exécutées comme ça, mais elles les choisissent pour toi. Et une autre différence aussi, c'est qu'elles sont assurées déjà. Si jamais tu voulais pas faire une transaction et qu'elle a lieu, à la fin tu seras remboursé. C'est leur problème, c'est leur problème, c'est plus leur problème que le tien. Votre carte bleue est leur problème. Exactement. Et enfin, une autre différence, c'est que tu peux revert les transactions. Encore une fois, revenir en arrière. Tu peux revenir en arrière, tu peux annuler des transactions qui ont eu lieu. Ouais, pendant 15 jours ou un truc comme ça, quoi. À la fin, les banques, elles arrivent à s'en sortir et les transactions que tu voulais pas faire, on peut les annuler. C'est quelque chose qui est possible. Qui n'est pas possible du tout pour la blockchain. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Et par contre, on pourrait très bien avoir ce genre de règles automatiques. Enfin, moi, il y a un truc qui me fait rêver et je le vois pas, c'est tout simplement la CeFi, c'est très pratique parce qu'il y a un bouton, on appuie dessus et puis on a 10% sur je sais pas quoi. Voilà. Et on se pose pas trop la question de savoir comment c'est fait parce que y a monsieur Tartampion qui s'occupe de gérer ses équipes. Le problème, c'est qu'on est obligé de lui donner son argent. Ouais. Et du coup, lui, il n'est pas obligé de nous le rendre. Enfin, ça dépend des conditions. Et même lui, s'il a mis son argent à la SVB, rends-le-moi. J'aimerais bien, mais le banquier veut pas. On va voir le banquier il dit j'ai fait faillite. Après, ça se retrouve chez Biden, c'est compliqué. Donc l'idée, moi je me dis, ce serait bien d'avoir une boîte où qui fait que du service d'interface. Et il s'occupe de faire toute cette gestion, cette sécurité. Et pour l'utilisateur, c'est pareil, sauf qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton pour faire je sais pas quoi, à la fin, poup, on signe. Et en final, l'argent reste quand même dans le... Enfin, il ne peut pas bouger sans la signature du client final, quoi. Donc, il n'y a pas moyen de prendre l'argent en disant « Ouais, la banque, machin, non, on s'en fout. » Donc là, tu es en train de dire qu'on a besoin de meilleures interfaces de wallet. Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est ce sur quoi nous, on travaille, mais pas que nous. En fait, à la fois, le wallet est neutre. Là, c'est plus qu'un wallet. C'est une entreprise qui te met toute la smart contractisation avec une interface, toute la DeFi avec une interface propre. Ouais, après, le problème, c'est... Un peu Ledger Live. Ouais, ça, c'est un wallet, Ledger Live. Enfin, en fait, Ledger Live, pour moi, c'est le wallet. Et le signer, en fait, le device, tu vois, le nano, c'est plutôt le signer, tu vois. Ouais. Ensemble, effectivement, ça fait un wallet complet. Mais moi, je dirais, le Ledger Live, c'est un peu le wallet. Mais effectivement, je te dis, ce challenge de l'UX, c'est un vrai challenge pour tout le monde dans l'écosystème. Et pourquoi vous le faites pas? Parce que techniquement, vous avez les bonhommes pour mettre à jour les interfaces avec tel contrat de DeFi, tel machin. Parce qu'en fait, il faut juste... Enfin, il faut un mec avec un cerveau bien fait pour définir l'UX et définir la politique, etc. Puis après, c'est des bonhommes qui mettent à jour, quoi. Ils sont là pour s'assurer que tous les tuyaux marchent bien. Dans Ledger Live, il y a une partie qui est déjà dans ce sens-là. Après, effectivement, on peut faire beaucoup mieux, mais on a dans Ledger Live, tu as l'ensemble de tes comptes, de l'ensemble de tes blockchains. Après, si tu veux accéder à la DeFi, effectivement, on est plus en mode plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'on a des dApps qui sont donc des decentralized apps qui sont intégrés dans Ledger Live. Et tu peux choisir les dApps sur lesquels tu vas. Et c'est vrai que l'UX est un peu moins unifié, mais il y a aussi une raison philosophique. En fait, nous, on veut rester quand même neutre dans l'histoire. Extérieur. Tu interagis avec Paraswap, en fait, ton interface... T'es plus chez nous, mec. Ouais, t'es plus chez nous. Tu discutes avec Paraswap. Ah, ouais, parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que quand il y a un problème, t'appelles le service client, et le service client, il dit « Ah, mais c'est pas chez moi. » Exactement. Go Paraswap. Je pense que c'est important de montrer à l'utilisateur, dans Ledger Live, typiquement, avec qui il interagit, tu vois. Il y a des trucs qui sont complètement Ledger-centriques, même si à la fin, t'as tes clés, et si tu veux sortir de Ledger, il n'y a pas de problème. Nous, on encourage d'ailleurs. Enfin, on n'encourage pas de sortir de Ledger. Moi, j'utilise pas Ledger Live, par exemple, et je vis bien. Exactement, tu vois, c'est possible, et c'est un truc important pour nous. Mais par contre, quand tu es dans Ledger Live, il faut comprendre quels services sont complètement fournis par Ledger et lesquels sont plus, on est plus, connecteurs, quoi.
Ouais, donc ça, c'est... Et est-ce qu'il n'y a pas un problème réglementaire enfin, comment, au niveau de la réglementation, comment t'expliques que tu touches pas l'argent mais que t'en manipules toute la journée? Tu vois? Est-ce que réglementairement, ça demande pas un statut particulier, même si t'es pas custodian? Ouais, bah justement, nous... Mais est-ce que tu vois, ça devient du conseil au bout d'un moment? Parce que en fonction de ce que tu choisis comme protocole et de ce que tu poses... nous, on essaie vraiment de pas rentrer là-dedans du tout et de rester... Pourquoi Paraswap et pas OneInch, tu vois? Bah, on a OneInch aussi. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, à un moment, on va dire, mais monsieur, vous avez mis tel protocole, pas de bol, il s'appelle Euler et il a pissé le cash parce que voilà. Expliquez-nous pourquoi ce choix. Nous, on est vraiment un fournisseur de technologie et en fait, moi, j'aime bien voir, Ledger Live un peu comme un browser, tu vois. Dans ton navigateur, quand il y a des sites qui sont malveillants, d'autres qui le sont pas, c'est pas la faute du navigateur. Le navigateur te permet d'aller sur Internet. Nous, Ledger Live te permet d'aller dans le monde du Web3, de gérer tes wallets, etc. Mais on est juste fournisseur de technologie. On peut pas toucher tes fonds, on peut rien faire dessus. En fait, au pire, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que notre service ne fonctionne plus. Mais bon, c'est pas super pour les utilisateurs, donc on le fait pas. Donc voilà. Et il y a une autre chose, c'est pourquoi est-ce qu'il serait possible de supprimer la dépendance entre Ledger Live et la clé pour qu'elle fonctionne? Par exemple, il y a des esprits chagrins qui disent bah moi j'aimerais bien avoir ma Ledger Live, ma Ledger pardon, mais ne pas avoir besoin de la connecter pour m'en servir, pour être sûr que voilà. C'est-à-dire pas avoir besoin de la connecter. Pour signer des transactions? Non, avant pour l'initialiser, en fait, t'es obligé de l'initialiser avec Ledger Live. Effectivement, on a besoin de Ledger Live. Effectivement, Ledger Live, ça fait deux choses. Il y a toute la partie manager de Ledger Live qui consiste à pouvoir faire des mises à jour, vérifier que ton device est bien genuine, télécharger les applications, l'application Bitcoin, l'application Ethereum, etc. Et là, pour ça, tu as besoin de Ledger Live. Et ensuite, tu as toute l'interface Ledger Live de wallet avec les dApps, etc. C'est une vraie question de pouvoir séparer les deux. À la fin, il faut qu'on donne une interface aux utilisateurs pour pouvoir gérer leur nano. Il faut pouvoir mettre à jour ton firmware, mettre à jour tes applications. Par exemple, est-ce que c'est la même app? Aujourd'hui, c'est la même app. Non, mais les gros bitcoiners, ils disent il faut construire son propre cold wallet parce qu'on est sûr que personne ne voit la seed. Effectivement, enfin, et moi j'ai compris qu'en fait faire son propre cold wallet c'est une grosse ânerie parce que en 15 minutes il est craqué chez le mec du coin. Exactement. Donc tu te dis bon. C'est compliqué. Mais par contre le gros avantage c'est qu'effectivement la seed n'a jamais vu, elle n'a rien vu en fait dans sa boîte. Enfin, moi j'ai jamais vu ta seed et personne de Ledger non plus. Ta seed elle est gérée. Oui mais ça je suis obligé de te croire pour tu vois. Je peux pas. Effectivement quand tu utilises. Et je te crois mais. Non, quand tu utilises Ledger il y a un petit peu un degré de confiance. On essaie de minimiser le plus possible la confiance que les gens ont à mettre dans Ledger et qu'il soit le plus souverain possible, etc. Ou typiquement, tu vois, tu installes ta Ledger et après tu crées la seed. C'est-à-dire que tu mets à jour ta Ledger, tu fais ça et tu déconnectes et après tu génères la seed. Dans le flow, c'est pas fait comme ça aujourd'hui, mais oui, tu peux faire ça. Tu télécharges, tu récupères ton device, tu télécharges la mise à jour. Donc tu mets une seed, tu mets la mise à jour, tu mets ton application Bitcoin. Et ensuite tu erases ta seed et tu recouvres une autre seed. Ah oui, mais et ça j'ai essayé du coup, et il faut repasser par Ledger Live pour réinstaller l'application Bitcoin, oui. Pour les firmware, par contre, à la dernière version, mais pour l'application Bitcoin, il faut repasser. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de prendre la clé, installer, et ensuite ajouter la passphrase. Ouais, ça tu peux faire ça. Parce que du coup, tu changes la seed en fait. Effectivement. Mais j'ai trouvé que ça. Pour répondre à cette petite part de je vois ce que tu veux dire, c'est une bonne remarque. Ah, mon boss, hein. Donc, ok. Donc, en fait, ces problèmes d'interfaçage de la DeFi c'est compliqué parce qu'en fait, tu as le problème de la relation au tiers, en fait, où tu peux, à un moment, le service client, il s'arrête là, quoi. Il s'arrête comme ton navigateur. Exactement. Voilà, et du coup, ça, vous n'avez pas la réponse. Nous, pour l'instant, on rentre pas dans le cadre de la régulation et on veut pas rentrer dans le cadre de la régulation. Et vous proposez du staking, de la DeFi et tout via le Ledger Live? Dans Ledger Live, ouais, tu peux staker différentes chaînes. Tu peux staker Ethereum avec des partenaires parce qu'il y a besoin de validateurs, etc. Sur Lido, quoi, en gros, des trucs comme ça. Tu peux le faire avec Kiln si tu as des blocs de 32. Si tu as plus de 32 et que tu veux staker au moins 32, tu peux le faire avec Kiln.
Si tu veux staker moins de 32, du coup, tu peux le faire avec Lido, et tu as la possibilité aussi du liquid staking. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre Shanghai pour pouvoir échanger tes Ethers stakés. Au final, c'est pas vraiment des Ethers stakés, c'est des tokens qui représentent tes Ethers stakés. Donc, avec Lido, après, tu peux staker avec Solana, avec Atom. Mais ça, c'est du staking sur les chaînes, mais vous faites pas de curve, par exemple. Non. Et ça, on n'a pas intégré Curve non plus dans... C'est un problème légal ou c'est un problème... Non, enfin... Ou c'est pas un problème, mais vous l'avez pas encore fait? Non, c'est pas vraiment un problème. Je pense que Curve, ça serait une DApp assez intéressante dans Ledger Live. Pourquoi on l'a pas fait? Franchement, je sais pas te répondre, mais c'est peut-être un truc en cours et je suis pas au courant. Tu vois, sur Curve, après tu passes sur Llama Air Force, après tu passes sur Pounder et Votium, et globalement, tu vois, un mec qui te fait un bouton, c'est sympa, quoi, tu vois. C'est ça. Ce que j'allais dire, tu vois, c'est que là, t'es en train de décrire un truc de power user vraiment qui va loin, et je dirais qu'une grosse partie des utilisateurs de Ledger Live, ils aiment bien aussi la simplicité, et ce que tu viens de décrire, potentiellement, ça représente peu de nos utilisateurs. Donc il y a aussi, ça avance doucement, enfin ça avance. En fait, c'est difficile de faire le produit qui fait tout, qui résout tout, en fait, qui résout tous les problèmes. T'as les bitcoiners qui veulent que Bitcoin, être complètement privé, pas dépendre de Ledger complet, tu vois. Donc on essaie de leur fournir des fonctionnalités dans Ledger Live pour ça. T'as ceux qui aiment bien avoir 1 million de tokens, t'as ceux qui aiment bien staker, t'as ceux qui aiment bien la DeFi, t'as ceux qui sont ultra power user et qui vont faire des trucs compliqués avec Curve et faire des trades pendant USDC et USDT, et se retrouver avec des API à 100%. Il y a plein d'utilisateurs qu'il faut contenter. Après, tu as les NFT players. Bon, bref. Et c'est assez dur d'être super bon dans tous les endroits. On essaye, et en plus de ça, de garder une interface simple en plus de ça. Et sécurisé. Après, la sécurité est beaucoup dans le device. Donc, Ledger Live, c'est beaucoup plus une interface qu'autre chose. Donc, il y a moins de challenge de sécurité. Mais tout ça nous emmène sur un sujet, c'est quand même la vie privée. Parce que plus on rajoute de couches, plus on rajoute de points d'espionnage, en fait. Parce qu'à un moment, on se dit... une façon de rendre Ledger gratuit, c'est de vendre tes amis. Et c'est-à-dire que Ledger regarde, Ledger comprend, Ledger vend la data, les infos. Donc comment gérer en fait c'est quoi les problèmes de la privacy C'est une très bonne question. Et je dirais que je commencerai d'abord à dire que en fait la privacy, on l'a abandonnée complètement dans les esprits dans le monde digital au début des GAFA. Des GAFAM même. Au début des GAFAM, ils sont arrivés, et des réseaux sociaux plus généralement, ils sont arrivés à fournir des services qui étaient super intéressants pour les utilisateurs et complètement gratuits. Et donc les utilisateurs qui s'y sont fait... Et ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne. Les utilisateurs ont foncé là-dessus, et tout le monde a été super content d'utiliser Google, Facebook, Twitter. T'as des photos de chats. Il y a des photos de chats, c'est super intéressant. Et enfin, on rigole, mais au final, ça a changé un petit peu la face du monde, et il y a eu un impact, on peut discuter, mais globalement positif quand même, je trouve, c'est du progrès, de mon point de vue, ça peut se discuter. Mais par contre, tous ces services ont été gratuits, et ça n'existe pas les choses gratuites dans ce bas monde, donc comment ces entreprises se sont financées? Elles se sont financées avec les datas des utilisateurs, et donc elles ont commencé à récupérer autant de data possible sur les utilisateurs. Pourquoi? Pour comprendre leurs habitudes, comment ils pensent et qu'est-ce qui va les faire consommer. Et donc une fois que tu as cette information, tu peux mettre en relation des utilisateurs très précis avec des gens qui veulent faire de la pub pour leurs produits très précis. Donc, ils ont compris que tu aimais bien Curve, typiquement, ils vont te mettre des pubs très spécifiques pour des trucs de DeFi qui potentiellement vont t'intéresser. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'ils ont des datas très très précises et très fines sur ton comportement, etc. Donc en fait, Et ça, c'est une réalité. Nous, on a fait un peu de Facebook Ads, pas de YouTube Ads, mais de Facebook Ads, on avait essayé. Et en fait, quand ils demandent qui vous voulez cibler, c'est redoutable quand même. Ah oui, alors combien les gens ils gagnent, qu'est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils sont hétérosexuels, enfin t'as tout et après derrière Facebook il croise tout ça et puis il dit cette pub là je vais l'afficher à voilà, ils font des cercles et puis ils élargissent et tout. C'est vraiment une arme de guerre, c'est pas une image, c'est la vérité vraie. Ils ont des informations ultra précises sur nous.
beaucoup plus précises que ce qu'on imagine en fait. Et ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, j'ai envie de dire, tu vois. Ils ont dépensé tellement d'argent, de ressources et d'esprit brillant pour être très forts là-dedans que Et tu sais les pubs là dont on pense que ça sert à rien, du genre les bananes qui guérissent le rhume ou j'en sais rien. Tu sais, t'as toujours des pubs un peu chelous, ce truc qui guérisse le rhume, et puis depuis 15 ans, moi, tu vois des bananes qui bouent dans une marmite et tout, tu dis mais c'est quoi ces pubs toutes claquées? Et en fait, j'ai rencontré un gars dont c'est le business, et il dit c'est un marché, et maintenant c'est même des algorithmes qui s'occupent de ça. Il crée des contenus, genre la dernière voiture de la star, machin, ou alors il creuse dans son jardin, ce qu'il découvre va vous étonner. Donc t'as un mec qui crée un contenu de quelques dizaines de pages comme ça. Ensuite, ils mettent des espaces publicitaires vides dedans, et après c'est des algos qui font des tests essais-erreurs avec la marketplace des pubs. Et en fait, ils matchent quand le coût de la pub rapporte plus, enfin quand ça rapporte plus que ça coûte, tac, ils continuent, c'est de l'arbitrage de pub. Mais en fait, il n'y a plus d'être humain là-dedans. C'est-à-dire que les pubs tout le marché de la publicité de masse sur Internet, c'est automatique. Et en plus, maintenant, avec l'AI et ChatGPT, etc., tu peux créer du contenu qui va potentiellement intéresser des utilisateurs de manière assez automatique. Donc, on peut créer, en fait, une sorte de marché des besoins un peu claqués de tout le monde. Bah ouais, il y a des machins pour déboucher les oreilles, c'est un truc en plastique, on dit « Ah, tu tournes, t'as plus de cire dans les oreilles. » Tu savais pas que t'en avais besoin avant, tu vois. Mais en fait, c'est une IA qui génère le contenu. C'est un algo qui trouve les besoins en adéquation avec les gens qui regardent, et au final, ça tire l'argent des poches, quoi. Alors, est-ce que ça optimise les besoins? Est-ce que ça satisfait mieux? Est-ce qu'on est plus heureux parce qu'au final, le grand ordinateur satisfait à nos besoins? Ou est-ce qu'on nous survend des trucs? Je sais pas, mais en fait, c'est une industrie, les gars, quoi. Effectivement. Et du coup, le péché originel vient des GAFAM au début. Le copain, il fait 1,5 million avec sa par an. Produit gratuit. le produit est gratuit. Et en fait, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Ça, je pense que c'est un adage qui marche bien. Et du coup, pour gagner de l'argent, ils ont mis toute leur énergie sur ton temps d'attention et comment on va t'emmener de la pub. Et donc, ta vie privée, tout le monde a tiré un grand trait sur sa vie privée sans vraiment s'en rendre compte. Ah bah les immeubles sont vitrés. Hein. Exactement. Il n'y a plus de mur. Hein. C'est un bon exemple. Avec le téléphone que tu as dans ta poche, même quand tu crois être dans l'intimité, tu n'es pas dans l'intimité. Il y a des algorithmes qui savent très précisément ce que tu es en train de faire, où, quand, comment, à quoi tu penses, qui t'intéresse, pour qui tu vas voter avant que toi-même tu le saches. Bref, la vie privée, c'est un truc... Et ça n'intéresse personne. En fait, quand je dis ça, je pense que je te convainc. Tout le monde est d'accord pour ça, mais le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer un petit peu plus pour qu'on respecte la vie privée. Assez peu, en fait. En fait, on se dit, s'il y a un couillon qui est prêt à payer pour des bananes qui guérissent le rhume ou des débouche-oreilles dont moi, j'ai pas besoin, il va me payer mon service. Ouais, c'est ce qu'on se dit. On se dit que c'est les autres. C'est l'autre le con. C'est toujours les autres qui payent. C'est l'autre le couillon, c'est pas moi. Moi, je suis... quand même. Bon. Du coup, en fait, le vrai challenge pour la vie privée, de mon point de vue, c'est de trouver des business models, des modèles économiques dans lesquels les incitants sont différents. Donc en fait, typiquement, tu parlais de Ledger. Nous, nos incitants, c'est pas de récupérer ton temps d'attention et de le connecter à des gens qui vendent de la pub. Nous, nos incitants, nos incitants économiques, c'est de te vendre du hardware. C'est ça. Et de prendre des coms sur les... Et éventuellement, te prendre des coms sur les swaps ou je sais pas quoi. Sur les services que nos partenaires t'offrent dans Ledger Live. Donc, nous, notre business model, il est vraiment autour de ça. On vend de la sécurité et on vend pas du temps d'attention. Donc, pour nous, en fait, les data des utilisateurs, c'est un truc qui nous intéresse pas spécialement. Et en fait, même on les veut pas. Et c'est aussi dans l'esprit des utilisateurs de la blockchain, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus conscients et un peu plus... ils sont plus conscients des enjeux de privacy et pour eux, c'est plus important. Donc, c'est quelque chose qui reste important pour nous. Nous, on n'a pas besoin des données des utilisateurs. On n'en veut pas parce que c'est des responsabilités pour pas grand-chose. Donc, en fait, on va se donner beaucoup de mal pour collecter le moins possible et pas avoir ce genre de data à créer. On va faire en sorte aussi même de rendre les gens complètement souverains. Ce que je disais tout à l'heure pour les bitcoiners qui veulent vraiment pas se connecter à nos backends, etc.
On a la possibilité pour les bitcoiners de faire tourner leur propre nœud, tu vois, et de pas utiliser nos backends. Donc en fait, on essaie de se rendre le plus transparent. Et si vraiment tu veux pas nous faire confiance, pas de problème. On va utiliser d'autres services. Il y a pas de problème. Par contre, sur Ledger Live, quand si tu utilises Paraswap, le fait que ce soit dans une interface et que ça a été construit, etc., il y a une REM. Donc c'est-à-dire que ça va coûter un petit peu plus cher que si on utilise Paraswap. Sur Paraswap, typiquement, c'est pas vrai. Sur Paraswap, dans le swap que tu fais, il y a une partie de la fees de Paraswap qui est reversée à Ledger. Oui, parce que vous êtes arrangé du côté de Paraswap. C'est comme ça que marche Paraswap. Mais après, pas de fees supplémentaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez optimiser... En fait, tout se paye. C'est là où je veux en venir. Là, c'est Paraswap qui paye pour vous, tant mieux. C'est bonne nouvelle. Mais on leur apporte des utilisateurs et on apporte à nos utilisateurs de la sécurité et une bonne interface. Du coup, c'est normal. Mais du coup, même Paraswap, par exemple, si vous voulez gratter des pouillèmes, vous pouvez faire le test sur Paraswap, puis une fois que vous avez vu où passe la liquidité, vous allez le faire vous-même. Et vous gagnerez un peu de sous. Mais à un moment, on se dit, non, mais c'est bon, le service, il vaut quelque chose. Paraswap, ils ont un code qui est intéressant et qui optimise les swaps, et du coup, ils se rémunèrent là-dessus. Leur service, il a du sens. Donc en fait, et pour revenir sur la privacy, évidemment, tout est payant. Après, qui paye, à quel endroit, tant que l'énergie a un prix, on paye tout. Ça, c'est sûr. Voilà, effectivement. Et oui, la privacy. Et la privacy, mais par contre, il y a un autre truc que j'allais dire, les blockchains, c'est des outils qui sont pas très privacy friendly. En fait, c'est l'inverse même. Les blockchains, c'est des grands registres qui sont complètement transparents et pseudonymes. Du coup, on se dit c'est pseudonyme, c'est bon. Bah non, en fait, c'est pseudonyme, c'est pas bon du tout. Sur Bitcoin, il y a un truc qui est un petit peu qui améliore un petit peu la privacy, c'est le fait que tu aies des adresses différentes par transaction. Et d'ailleurs, il faut utiliser des adresses différentes et pas mettre tout vers la même adresse. Si vous avez un wallet digne de son nom, comme Ledger Live par exemple, c'est comme ça par défaut. Donc ça limite un petit peu le fait de savoir que toutes ces adresses appartiennent à la même personne. Sur Ethereum, c'est pas du tout le cas. Tu as un compte, tu peux avoir plusieurs comptes si tu as envie, mais en tout cas sur un compte, tu vas voir l'ensemble de toutes les transactions que tu as faites depuis le début que tu as ce compte-là, ton ENS, les interactions DeFi, etc. Et en plus de ça, ça va plus loin. Quand tu vas te connecter à la dApps que tu veux, du coup, la dApps, elle va récupérer ton adresse Ethereum. Elle a potentiellement ton adresse IP. Elle a aussi l'heure à laquelle tu t'es connecté. Et en fait, du coup, on revient encore une fois dans ce monde Web 2 d'avant. Parce Google que décentralisé. T'as un front-end encore, tu vois. T'as encore un front-end. Et pire que ça, attention, au moment où tu vas faire ta TX, en fait, le problème, c'est ta transaction, il faut que tu interagisses avec une blockchain. Et donc, on va insérer un Web3 provider, ce qu'on appelle. Donc, on va insérer un bout de code qui va te permettre de discuter avec un fournisseur d'infrastructure Ethereum. Et typiquement, si tu utilises MetaMask ou d'autres, en fait, le plus gros fournisseur d'infrastructure Ethereum, c'est Infura. Et ils processent la plupart des transactions Ethereum. 70%, je crois. Non, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, ils peuvent collecter l'ensemble de toutes les datas de tous les utilisateurs qui se connectent à Ethereum. J'espère qu'ils le font pas, je sais pas. Mais c'est un problème, ça qui est connu. Et c'est un problème de centralisation. Ils essayent de développer les services autour, quoi, pour qu'Infura réduise un peu. Mais tout à fait. C'est pas évident parce que tout ça est très jeune et tout ça est très... Bon, une fois que j'ai fait ce tableau très noir, je peux dire qu'il y a quand même des solutions technologiques à ça, et notamment le Zero Knowledge Proof. C'est super bien pour la scalabilité des Layer 2, comme je disais tout à l'heure, mais ça a aussi des intérêts très forts pour la privacy, et c'est ce qu'on utilise typiquement dans Monero et dans Zcash, qui permettent de faire des transactions qui sont valides. Je suis capable de t'envoyer 0.1 Zcash de mon adresse à la tienne, sans que personne du réseau soit au courant de quoi que ce soit. Il y a juste une transaction qui a eu lieu, mais on ne sait pas d'où elle vient, où elle va, ni combien il y a. Avec le Zero Knowledge, on est capable de prouver des propriétés sans donner aucune information sur cette propriété. C'était le fameux Où est Charlie dont on a discuté dans le passé. Et on est capable typiquement de faire une transaction qui est valide sans donner aucune information sur cette transaction. On est capable de prouver qu'on a 18 ans sans montrer ni notre carte d'identité ni notre âge. On a juste plus de 18 ans. Typiquement, c'est une genre de technologie qu'on devrait utiliser pour protéger les mineurs des sites pornographiques. Là, il y a un débat en ce moment en France sur ce sujet-là. On ferait mieux ouais, justement, ça, je sais pas si ça marche pour de vrai. Est-ce que c'est une bonne idée de coller d'une sorte de... Est-ce que tout le monde doit avoir sa clé à partir de 12 ans, quoi?
Ouais, ça je sais pas, mais aujourd'hui là, le gouvernement ou les législateurs en tout cas veulent mettre en place des systèmes dans lesquels tu vas prouver que tu as 18 ans à des Bien sites, centralisé. des sites pornographiques, mais qui sont très centralisés. Et le problème, c'est que tu n'as pas vraiment envie de dire à l'État ou France à, Connect. ou à France Connectez-vous à Pornhub avec France Connect. Exactement. Et donc, typiquement, tu as juste envie de prouver que tu as 18 ans. Et donc, la technologie Zero Age Proof, tu vois, c'est un truc qui pourrait, qui résout complètement ce problème-là. Voilà. Bon, du coup, il y a des solutions technologiques. Maintenant, il faut réussir à trouver les incitants pour les mettre en place. Ouais. Et puis on a tout ce problème aussi de la censure, c'est-à-dire qu'une fois que c'est trop centralisé, on pourrait très bien garantir les lois, enfin les enforce, avec justement par la force, en l'occurrence, ah bah vous France Connect, ah bah ouais, bah maintenant plus de porno. Et ça encore c'est pas le plus grave, mais où on peut interdire, bah, vous avez joué au poker, vous avez perdu, ou vous avez divorcé, ou j'en sais rien, vous dit hop, interdit de jeu d'argent à vie, et puis et ça encore on pourrait le comprendre, mais j'aime bien regarder ce qu'on range dans les vices, parce qu'en fait c'est toujours plus facile d'atteindre à la liberté privée sur les vices, pour ensuite des fois ça dérape quoi. C'est-à-dire qu'en Chine ils se retrouvent avec un pare-feu. Et bon, c'est contournable avec des VPN et tout, mais plus on va vers ces technologies, et plus ça devient compliqué de passer, quoi. Effectivement. Là, on rentre il y a un aspect très politique et des vrais challenges pour la démocratie. Bon, néanmoins, après, il y a des technologies qui permettent d'éviter ce genre de choses, et je pense que la meilleure stratégie, c'est la décentralisation. Dès que tu as de la décentralisation, c'est techniquement beaucoup plus difficile de censurer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que les blockchains sont des outils très intéressants et très puissants pour éviter la censure. T'as pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour envoyer tes bitcoins. Et ça, c'est un truc qui est très fort. On a tendance à oublier pourquoi bitcoin, etc. Mais l'aspect de non-censurabilité, de ne pas avoir à demander la permission à qui que ce soit pour posséder et dépenser tes bitcoins, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que la privacy, au bout d'un moment, si on va jusqu'au bout, l'intérêt c'est quoi ? Bah, c'est que quand vous jouez au poker, que vous fumez et que je sais pas quoi, bah, vous payez votre assurance 3 fois plus cher. Effectivement. Parce que l'assureur, il dit, ouais, bon, alors lui, avec la vie de patachon qu'il est en train de mener, il va me claquer dans les doigts, ou il va me faire un cancer du foie, ou je sais pas quoi, et hop, on décolle la prime. Ou alors vous êtes tout simplement pas assuré. En Suisse, si vous avez des antécédents médicaux, quand vous changez d'assurance, bah, vous n'êtes pas assuré pour tel truc. Voilà, on peut considérer que ça c'est un vrai problème de privacy quoi. Les futurs dystopiques qu'on peut imaginer sont assez larges effectivement. Mais il faut toujours regarder les gens qui ont des vices, parce que plus on tape dessus, moins c'est bon signe. Oui, puis surtout, il y a un côté cranté. Dès qu'on a réussi à passer un cran, on sait, on peut partir de là pour créer cette nouvelle normalité. Et bon. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé, je dirais, avec le Covid. On a cranté le fait que c'est possible d'enfermer tout le monde pendant une période donnée pour la santé. Ouais, et puis du coup, on sait que le jour. C'est un truc qu'on savait pas avant. Maintenant, ça c'est cranté. Genre, c'est clair dans la tête des individus que c'est une nouvelle normalité. Le jour où il y a besoin, quel que soit le guillemets que vous mettez derrière, exactement. Et on sait que les gens ils râlent pas trop quoi. Ouais, pareil avec le pass sanitaire, etc. Bon, tout ça c'est des choses qui ont été crantées. Politiquement, là les humains sont mis d'accord pour dire que c'est une nouvelle normalité, une nouvelle réalité et qu'on est capable qu'on est d'accord avec ça quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer tu vois par exemple Monero, je n'ai jamais trop bien compris comment ça marche, c'est un peu compliqué comme truc. C'est du Zero Knowledge Proof. Voilà, déjà à l'époque. C'est basé sur Bulletproof, ça s'appelle le protocole. Et la question en fait c'est la compatibilité de ça avec les États, parce que typiquement les États en réalité ou les services policiers de l'État, ils kiffent Bitcoin. Enfin, je veux dire, ils adorent Bitcoin, ils adorent Ethereum parce que c'est vraiment pour chasser le méchant. C'est du lâcher de galinettes cendrées quoi. Si tu veux blanchir de l'argent ou faire des activités criminelles, Bitcoin c'est le plus mauvais médium que tu peux imaginer. Je veux dire, même avec un mixeur. Ouais, même avec un mixeur. Les mixeurs, ils résolvent pas grand-chose. Hein. Et il y a des sociétés spécialisées qui sont capables de dire... démixer. C'est lui. Il est là-bas, il court sur le trottoir avec la casquette. Là. Et donc, la question, en fait, c'est est-ce que ces technologies ont une chance de se développer, sachant que le trade-off, en fait, il est assez simple. Moi, je fais de la crypto. On va me dire, ok, tu peux faire ça. Et dès que je vais vers de la privacy, on dit, non, écoute, tu as le droit d'aller sur Ethereum et sur Bitcoin. Par contre, ça, Monero, mec, t'oublies. Parce que ça, c'est vraiment pas bien.
Bah, on le voit déjà, les États se dirigent un petit peu vers ça, effectivement. Tornado Cash, il est devenu radioactif. C'est clair. Bon, en pratique, la blockchain permet d'empêcher complètement cette censure. Donc ça reste vrai. Néanmoins, l'État américain, l'OFAC, a réussi un petit peu à censurer Tornado Cash. C'est radioactif, Tornado Cash, parce que si tu utilises Tornado Cash et que après tu rapatries ton argent, Martine part à la retraite. Et puis, tu veux lui faire un petit cadeau en crypto, tu passes par Tornado Cash pour éviter qu'elle voit ton salaire, et tous tes revenus et machin jusqu'à la création, voilà. Et ben derrière, si on fait le lien avec toi, tu es un criminel potentiel, ça peut douiller sévère, quoi. Les endroits qui ont été censurés, du coup, c'est le front-end. Donc le smart contract de Tornado Cash, il est toujours sur la blockchain, c'est toujours possible d'interagir avec. Il y a des front-end alternatifs, un petit peu comme The Pirate Bay pour les plus anciens d'entre nous. Ça existe toujours. Voilà. Bon, du coup, tout ça existe toujours, mais beaucoup moins pratique qu'avant. Donc, ils ont censuré le front-end, et après, toutes les entités régulées aux États-Unis, elles leur ont dit, donc les exchanges en particulier, leur ont dit, si vous voyez de l'argent qui vient du contrat Tornado Cash, tu touches, tu meurs. Plus particulièrement cette liste d'adresses, et du coup, vous êtes obligé de friser ses comptes et de dénoncer la personne. Donc là, on voit que les États, quand même... Et du coup, Tornado Cash est effectivement interdit. En pratique, non. Tornado Cash est toujours sur la blockchain Ethereum, mais fonctionne quand toujours. tu utilises, tu sais que tu te mets un pistolet sur la tempe, quoi. Peut-être pas autant, mais oui. Il y a le mec qui te suit derrière, et puis c'est pas bon, quoi. En tout cas, moi, je déconseille. Si vous voulez vivre tranquillement, allez pas sur Tornado Cash. Est-ce qu'on peut se servir des bridges comme de mixeurs ? C'est-à-dire que si tu veux faire de la privacy, en fait, je me fais la Ecumbria Bridge, par exemple, tu fais de Polygon à Ether ou AI Shift, enfin Shift AI. En fait, tu dis je shift, et quand tu regardes sur la blockchain, tu vois que les sous ils partent sur le bridge. Et là, quand t'as pas beaucoup de moyens, je sais même pas s'il y a des moyens vraiment. Les bridges, c'est une solution simple, effectivement. C'est légal, quoi. Enfin, tu vois, tout le monde dit, je passe mon argent. Après, il y a une autre solution encore plus simple, c'est les exchanges, en fait. Non, c'est pas simple, ça. Parce que si t'arrives à avoir un compte avec un KYC qui n'est pas le tien, donc légal, soit tu bailles... Bah non, c'est pas légal, mais tu veux... si tu veux blanchir et faire en sorte d'enlever les traces, soit tu arrives à faire un compte où tu bypasses le KYC, ou même il y a quelques exchanges où il n'y a pas de KYC, et tu envoies sur cet exchange et tu renvoies sur notre adresse, et là du coup t'as limité les traces. Après, une autre stratégie, c'est de hacker les comptes. C'est ce que font ceux qui font des activités criminelles. Il y en a, et notamment en Corée du Nord. C'est de hacker certains comptes sur des exchanges et d'utiliser l'exchange du coup comme un mixeur, en fait. C'est une façon de bypasser le KYC, quoi. Exactement. Tu te retrouves millionnaire et puis l'instant d'après, il n'y a plus rien. Et voilà. mais du coup, les bridges, c'est un truc vachement utile. Est-ce que toi, tu peux, si je te donne mon adresse, je bridge et tu peux savoir où ça part ? Après, tout dépend comment ils fonctionnent, mais globalement, non. Globalement, non, les bridges c'est des poules, donc tu mélanges. Et pourquoi on n'en parle jamais ? Parce qu'on parle toujours des mixeurs, mais en fait, un bridge, c'est un mixeur. Ouais, quelque part. Et ça, personne n'y trouve rien à redire. C'est un mixeur. Après, dans les mixeurs, généralement, ce que tu fais, c'est que tu mets exactement les mêmes montants en entrée et en sortie, ce qui permet de limiter les corrélations. Le problème des bridges, c'est que quand tu vas bridger 1.23 Bitcoin et que tu te retrouves avec 1.23 WBTC et que tu les retires, du coup, ça se voit. Du coup, la corrélation est plus simple. Mais sinon, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait... c'est vrai, quoi. Donc ça veut dire qu'à un moment, les mecs, ils vont nous embêter avec les bridges ? Parce que pour la peine, tout le monde sait à quoi ça sert un bridge, quoi. Non, c'est vachement utile pour passer d'une chaîne à l'autre. Est-ce que les États vont essayer de les limiter ? Je sais pas, je dirais pas forcément. Moi, je dirais le risque des bridges, c'est plutôt leur sécurité aujourd'hui, plus que les États. Alors, c'est quoi le risque avec un bridge, sachant que, en gros, si tu utilises, tu passes de Bitcoin, tu te retrouves de l'autre côté avec des wraps Bitcoin, tu vends tes wraps Bitcoin et t'es en Ether, tu risques plus rien. Ah oui, non, effectivement. Le risque, il arrive au moment où tu fais le... chez BitGo, on va dire plutôt, parce que c'est eux qui font les wraps Bitcoin. Le risque, il arrive au moment où tu fais ton bridge, quoi, au moment où tu passes de l'un à l'autre. Et ensuite, au moment où tu possèdes, c'est le token qui correspond à ta valeur Layer 1, donc le wrap Bitcoin, par exemple.
Parce que et là, le moment où tu t'as passes soit un risque de sécurité, soit un risque de contrepartie. Et le moment où tu passes par le bridge, il suffit de découper en morceaux. Et tu dis comme ça, tu minimises ton risque. Oui, non, bien sûr. Je dis pas. Non, mais je veux dire, le risque il est ponctuel. Voilà, il est ponctuel. Exactement, je dis pas et une fois que tu as passé le bridge, t'es safe. Je dis pas qu'il faut les fuir à tout prix. Hein. Je dis juste qu'il y a des risques à utiliser des bridges. Et l'histoire, tu regardes ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, l'ensemble des hacks qui a eu lieu dans la DeFi, c'est quasiment que des bridges. Comme le wrap Bitcoin Solana, là, je sais plus comment il s'appelait. Par exemple, il y a eu. Il a un peu tordu du nez. Je sais pas s'il a remonté d'ailleurs. Le plus gros, c'est Ronin. Après, t'avais. Il est pas remonté le wrap Bitcoin Solana? Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus ouais. parler de Solana. Et même le wrap BTC, typiquement, si jamais Ethereum sautait et j'ai des wraps BTC, logiquement, il devrait me le renvoyer sur une adresse puisqu'on sait à qui appartenaient les wraps BTC. Le wrap BTC de BitGo, là du coup ton risque c'est plus qu'un risque de contrepartie. Genre si BitGo fait faillite demain et que leurs bitcoins ils sont gelés ou parce que l'État les censure, du coup tu pourrais ne plus pouvoir échanger tes wraps BTC contre des vrais BTC, et ça voudrait dire que tes wraps BTC ne valent plus rien. C'est ce qui s'est passé avec USDC pendant une journée, tu vois. On ne peut plus les échanger, du coup les gens se sont dit peut-être qu'ils valent plus rien, du coup Sauf que c'est un peu plus sécure que l'USDC quelque part, parce que chez BitGo, les bitcoins sont censés être sur la chaîne Bitcoin. Certes, mais donc il y a BitGo il y a la contrepartie BitGo, mais sur l'USDC, c'est pas Circle qui a fait défaut, c'est la banque de Circle. Oui, bien sûr. Alors que là, s'ils hébergent proprement leur BTC sur BitGo, tu sais pas après. Si. Peut-être qu'ils utilisent un custodian tiers. Mais il y a moins de responsables en chaîne éventuellement, non? Ça, je sais pas. Pas forcément. Je dirais pas forcément, c'est pour ça. Mais après, effectivement, la finance traditionnelle, elle a plus d'âge, elle est plus vieille, et les mécanismes sont vachement plus complexes avec beaucoup plus d'acteurs et tout est vachement entremêlé. Ça, c'est vrai. Et j'ai tendance à penser que c'est moins le cas dans la crypto, quoi. Et ensuite, le problème du bridge, une fois que tu as bridgé tes assets, une fois que tu as bridgé, swappé, etc., oui, effectivement, tu n'as plus de risque. Est-ce qu'on peut dire qu'un wrap Bitcoin sur Ethereum, c'est un hedge contre une chute d'Ethereum? Bitcoin est un hedge contre les chutes d'Ethereum, plutôt, non? Non, mais le wrap Bitcoin. Pourquoi? Parce que si jamais, on va dire Polygon saute et que tu as du wrap Bitcoin, tu peux aller claim chez BitGo ton Bitcoin sur la chaîne Bitcoin. Puisque j'ai l'impression que si tu veux un hedge, il vaut mieux utiliser la vraie valeur de base, quoi. Après, ça c'est sûr, mais c'est pour le principe dans l'idée. Ouais, je sais pas. Après, quand tu dis si Ethereum saute, c'est difficile de. Enfin, faut comprendre ce que ça veut dire en pratique. Pourquoi, comment. Je sais pas, Solana, ça s'arrête des fois. Je sais pas si imagine, oui, c'est juste s'arrêter, c'est différent. Si la sécurité d'Ethereum est complètement remise en cause et que l'ensemble des transactions qui ont lieu dans le passé, on peut plus leur faire confiance. Là, par exemple, que ce soit des WBTC ou des Ethers, ça change rien, tu vois. Voilà, c'est pour ça que ça dépend vraiment de l'événement, quoi. Si c'est la valeur de l'Ether qui tombe pour une autre raison. Là, par exemple, effectivement, ce que tu viens de dire, ça peut avoir du sens. Du coup, pour la privacy, à part Ledger Live, est-ce qu'il y a moyen de privaciser ces cryptos? Ouais, comme je disais, c'est compliqué. Hein. Quand tu interagis avec... Sans passer pour un terroriste auprès de TrackFin. Et en plus de ça, oui. Quand tu interagis avec les services Web 2, déjà, si tu peux éviter de corréler ton adresse IP avec tes comptes, typiquement, ça peut être intéressant. Et tu fais ça comment? Tu utilises un VPN, tu utilises Tor, tu utilises NIM. Ça, c'est des trucs que tu peux utiliser pour faire en sorte de casser le lien qu'il y a entre ton adresse IP. Ton adresse IP, c'est égal à toi. Hein. Enfin, là, c'est l'adresse de ta rue, quoi. C'est l'adresse de ta rue. Et, là, il n'y a aucun problème pour personne pour savoir qui tu es quand on connaît ton adresse IP. Donc, essaie de minimiser ça. Mais après, aussi, dans ton browser, il y a plein de traces aussi, notamment pour te traquer, pour te vendre de la pub. C'est quoi comme bon browser, comme bon navigateur? Moi, je ne vais pas faire de pub particulièrement. Moi, j'aime bien Brave. Après, tu peux utiliser Tor nativement en plus dans Brave. Après, tu as les modes anonymes qui permettent de limiter les traces, etc. Ça serait ma recommandation, mais bon, après... c'est quand même un bazar, quoi. Oui, c'est un bazar. C'est compliqué. Et si vraiment tu veux aller au bout du truc, il faut se donner du mal. Ouais, non, c'est pas simple du tout. À quand le téléphone Ledger? On repose toujours la même question. je t'appellerai pour prévenir. Et quelles sont les actualités en fait de Ledger? Qu'est-ce qu'on peut voir arriver plus sérieusement?
Bon, bah, il y a Stax qu'on a annoncé à Ledger Open en décembre. Donc Stax, c'est un petit device, device qui tient dans la paume de la main avec un écran e-ink incurvé, courbé. Un écran tactile, quoi. Un écran tactile e-ink. Ça veut dire quoi, e-ink? E-ink, tu sais, c'est la technologie un peu des Kindle. Ah oui, c'est-à-dire que c'est sans émission de lumière, là, ça fait sans papier. Sans émission de lumière, ouais, et t'as une vraie sensation papier. Et en fait, quand tu le vois... Remarkable, Kindle, exactement. tout ça. Tu comprends pas que c'est un écran au début. Tu as l'impression que c'est un truc statique et dès qu'il commence à s'animer, waouh! Là, il y a un vrai effet waouh qui est assez intéressant. Et en plus de ça, il est courbé. C'est le seul device au monde à avoir un écran e-ink incurvé. Et donc, on l'a designé avec Tony Fadell, l'inventeur de l'iPod, qui a aussi participé à l'iPhone. Et du coup, il y a eu on a passé un long moment, pendant presque un an, disons, à faire des débats entre comment on améliore l'UX sans casser la sécurité. Bon, l'UX c'était lui, et la sécurité c'était Ledger et moi, enfin les gens de Ledger. Ça pose des problèmes de sécurité de plier un écran ? Non, cette partie-là, non, mais dans son idée, même pas que lui, mais d'améliorer l'UX, il y a plein de choses, plein de barrières qu'il voulait faire sauter, évidemment, tu vois. Et nous, après, on se posait la question de est-ce que c'est pas un problème pour la sécurité? Donc, il y a eu ce long débat. Donc le donjon a beaucoup joué avec Stax. Ouais, le donjon a beaucoup joué avec Stax, et donc on l'a annoncé en décembre, on l'a mis en pré-vente via NFT et via notre site web en début janvier. Il y a eu beaucoup de commandes, du coup on a arrêté les préventes pour l'instant. Et là on va commencer à shipper on va commencer à livrer, envoyer dans les semaines qui viennent. Et alors le coût du NFT c'est quoi? Parce que pour montrer c'est une utilité un peu du NFT. Ouais, alors donc l'idée c'est de vendre un NFT qui représente un Stax. Et pour le redeem, pour avoir un vrai Stax, tu vas sur le site de ledger.com, tu prouves que tu possèdes bien ce NFT, donc là tu vas connecter ton wallet et faire une signature. Tu prouves que tu possèdes bien ce NFT et on a un système de token gating, donc on a sur ledger.com un truc qui vérifie que tu possèdes bien ce NFT et à ce moment-là on va le burner ou en tout cas le marquer comme ok vendu, vendu, livré, ouais, c'est ça, quoi. livré, et on va lui envoyer un Stax en échange. Et ça c'est marrant parce qu'en fait il y a des gens souvent qui me disent mais ça sert à quoi les NFT, les trucs d'artistes et tout, on s'en fout. Mais bon, moi je suis pas sensible à l'art, hein, donc voilà, y a pas de souci. Ça me choque pas comme argument. Mais typiquement c'est un usage que j'aime bien parce qu'en fait c'est le bon d'achat. Exactement. Mais pratique quoi. Donc en fait c'est une économie d'échelle sur l'infrastructure pour gérer des bons d'achat. Ça, entre autres c'est ça. En fait le NFT c'est un droit de propriété ou c'est un truc qui... T'es capable de prouver que tu possèdes quelque chose. C'est un bon porteur, en l'occurrence. Un bon porteur, ouais. Tu possèdes quelque chose et t'es capable de prouver que t'es bien le possesseur de ça. Après, on peut en faire tout ce qu'on veut. En fait, tu peux tokeniser l'immobilier si t'as envie. Tu peux dire que l'épée dans Zelda, c'est un NFT que tu vas être capable de vendre sur un marché secondaire et que tu vas pouvoir voir dans Zelda, voir dans Twitter, voir sur ton compte jeuxvideo.com. Donc, tu peux utiliser la blockchain comme un layer d'interopérabilité. Donc, c'est véritable avantage. Et après, tu peux dire que c'est des photos de chats et des punks si t'as envie. En fait, ça représente exactement ce que tu veux. Mais en fait, la question, c'est à quel point, à quel point c'est plus économique de passer par quand on est Ledger et qu'on veut prévendre des Stax, à quel point c'est plus économique d'utiliser des NFT plutôt que de faire la fameuse base de données? Parce que c'est vrai qu'avec une base de données, les bons d'achat ça marche bien. Hein. Tu peux Casino et Monoprix, ils font des bons d'achat tous les jours, ça marche bien. Ils se dirigent aussi vers les NFT. Alors voilà, est-ce que tu as des ordres de grandeur ou du moins des repères pour expliquer aux gens qu'en fait une infrastructure commune c'est quand même vachement pratique? Disons que économiquement, ça peut se débattre à la limite. Au final, t'es vraiment owner de ton NFT. Ça, c'est quand même une différence. T'as pas une ligne dans un truc Ledger, donc t'es owner de ton NFT que tu vas pouvoir vendre, par exemple. Et du coup, ça le rend liquide en plus. Il y a un marché secondaire sur OpenSea où les gens échangent des NFT de Stax avant que... Et d'ailleurs, si vous êtes le dernier à ne pas redeem votre NFT, il va prendre plus de valeur que le Stax parce que ce sera le dernier NFT Ledger Stax de la première saison. Et ça, c'est garanti parce que l'infrastructure est commune. Alors que si c'était une base de données chez Ledger, on dirait c'est bon, c'est périmé quoi. Enfin, on sait plus. Enfin, on s'en fout. Tout à fait.
c'est comme les bons casinos dans la poche, il y a peut-être des collectionneurs de ça. Mais... Donc le Stax et la prochaine... Stax, on travaille aussi en termes de couverture de blockchain, ça c'est un truc sur lequel on travaille depuis très longtemps et on continue de travailler. On continue d'intégrer tout un tas de blockchains avec les NFT. On supporte les NFT au moins sur Ethereum, mais pas seulement, les JVM aussi dans Ledger Live. On est capable de les voir, de les envoyer, les recevoir. On a aussi intégré assez récemment EIP 712, qui est un EIP sur Ethereum, qui est un format spécifique de message qui te permet de signer sur ton device de manière en clear signing, c'est-à-dire que tu es capable de comprendre que tu es en train de faire une enchère sur OpenSea ou tu vois, ce genre de choses de manière donc tu es capable de comprendre sur le device ce que tu fais, donc le clear signing. Ça c'est EIP 712 qu'on supporte depuis peu correctement. On a lancé Ledger Extension la semaine dernière. Ledger Extension, c'est une extension iOS et macOS sur Safari qui te permet de connecter ton device directement au DApp, un petit peu comme le fait MetaMask. Mais, au bout d'un moment, Ledger, ça devient le Windows de la blockchain, en fait. Ouais, je sais pas si la comparaison est bonne, mais plus que Windows, ça part du hardware, firmware, la stack software et jusqu'à du coup service, etc. Au bout d'un moment, quelqu'un il pourrait utiliser toute la blockchain sans sortir de Ledger, quoi. Oui, effectivement, ça c'est déjà. Ouais. Ouais, effectivement. Enfin, la vision. C'est vers ça qu'on se dirige. Après, on cherche. Contrairement à Apple, par exemple, on cherche pas à fermer, tu vois. On reste dans l'idée open source. Le Linux. Exactement, le Linux. Le Linux avec le hardware et les services. Ouais, c'est ça. On ressemble beaucoup à Apple pour bien des égards, mais justement, cet exemple est important. Apple, il y a un côté fermé qui n'est pas du tout notre ADN. Notre ADN est vraiment dans l'ouverture, l'open source, faire en sorte de ne pas bloquer l'utilisateur dans l'environnement Ledger, mais il a toujours le choix à la fin. Et il y a un dernier sujet, pendant que tu bois, je te pose la question, qu'on voulait aborder, c'était le MPC justement sur Ethereum notamment, puisqu'il en est question avec l'abstraction de compte. L'abstraction de compte, qu'est-ce que c'est que ce fameux MPC ? Alors du coup, c'est assez différent le MPC de l'abstraction de compte. MPC, ça veut dire Multi-Party Computation. Et il y a différents fournisseurs de wallets sur le marché qui proposent des wallets à base de MPC. Donc Multi-Party Computation, et plus particulièrement, ce qu'on utilise pour faire des wallets, c'est Threshold Signature Scheme, c'est TSS, et donc l'idée, c'est d'être capable de faire calculer une signature ECDSA, ou en tout cas une signature de transaction, de manière un petit peu distribuée. Donc on va dire, je crée un wallet, et on a 3 signers, et ces signers, ils vont être capables de produire une signature valide seulement si les 3 signent. Et en fait, c'est différent de Account Abstraction ou de Gnosis Safe. Sur Gnosis Safe, ce qui se passe, c'est que tu as 3 signers qui ont des clés eux-mêmes, qui signent de leur côté, qui envoient ça à Gnosis Safe, et Gnosis Safe vérifie. Donc le Gnosis Safe vérifie les 3 signatures, et si elles sont OK, ça déclenche. C'est en attente des 3 signatures. Exactement. La différence avec le MPC, c'est que cryptographiquement, on va faire des signatures partielles. Donc le signataire 1 va faire une signature partielle, le 2 pareil, le 3 pareil. Et on va les rassembler, de sorte que la signature rassemblée de ces 3 signatures produit une signature valide, comme si elle avait été signée par un seul signataire. Voilà, c'est ça l'idée du MPC. Enfin, MPC, c'est un truc plus large, mais en tout cas... On peut créer des règles, on les signe, et après, on n'a plus besoin La seule règle que tu peux créer avec le MPC, c'est ça, multi-signature, c'est tout. Tu peux pas faire de recovery, tu peux pas mettre des seuils au-delà duquel tu peux pas dépenser. La seule règle que tu peux faire, c'est ça. Et donc, il y a différents fournisseurs de wallets qui font ça. Et moi, d'un point de vue cryptographie, etc., je trouve ça super intéressant comme sujet et comme méthodologie, un petit côté magique qui est toujours appréciable dans la cryptographie. Néanmoins, le problème que j'y vois, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette technologie, elle est assez récente. Ça fait assez peu de temps, au final, qu'on a des schémas qui permettent de faire ça de manière efficace. Ça fait un petit moment qu'on y réfléchit, mais c'est vraiment l'avancée de la blockchain qui a permis ces progrès-là. Et on est encore, pour moi, dans la phase où la technologie n'est pas complètement mature,
Et régulièrement, on trouve des vulnérabilités qui te permettent d'extraire l'ensemble des fonds des utilisateurs. Il y a eu AlphaRay récemment, il y a Trail of Bits qui a trouvé plusieurs vulnérabilités assez graves sur ces schémas. T'as Fireblocks récemment, donc tu vois, c'est un fournisseur de wallet qui fait du MPC, qui a trouvé une vulnérabilité dans l'implémentation de BitGo qui te permet de récupérer tous les fonds des utilisateurs. Bref. On est encore, pour moi, dans une phase de R&D où la technologie n'est pas complètement prête. Et pourquoi ? La raison pour laquelle on est là-dedans, c'est que en fait, les algorithmes de signature que tu as sur Ethereum et Bitcoin, c'est ECDSA. Et ECDSA, quand tu regardes dans le passé, au début où on a découvert Elliptic Curve Cryptography, ECC, en fait, l'algorithme de signature auquel on pensait, c'était Schnorr. Sauf que Schnorr, ça a été breveté par une boîte qui s'appelle Certicom. Et du coup, l'adoption de CC, ça n'a pas été fait via Schnorr, mais via ECDSA. Et le problème de ECDSA, c'est que le schéma est un petit peu, je vais dire clunky, tu vois, il est pas, c'est pas la bonne équation, tu vois. C'est pas super propre. C'est pas la bonne équation. La bonne équation, c'est celle de Schnorr, mais vu qu'il y avait le brevet, du coup, on a trouvé une équation un petit peu bizarre qui permet quand même de faire des signatures, mais qui est pas, quand tu regardes les maths, tu vois qu'il y a un truc un peu bizarre. Et du coup, prendre le schéma ECDSA pour le rendre MPC compliant, MPC friendly, c'est vraiment compliqué. Et tous les schémas qui ont été faits, en fait, chaque fois, on voit qu'il y a des problèmes, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Et les gars reviennent en disant, franchement, Schnorr, j'adore. Exactement. Alors que Schnorr, ça a été... ça n'a pas été conçu pour faire du MPC, mais Schnorr, en fait, c'est simple. Tu prends la signature 1, la signature 2, la signature 3, tu fais la somme, tu fais plus S1, plus S2, plus S3, et tu as une signature valide. Donc ça, c'est très simple et ça marche très bien, mais le problème, c'est que sur Bitcoin, donc Bitcoin, maintenant, il y a Schnorr, mais bon, assez peu d'adoption pour l'instant. Et sur Ethereum et sur presque l'ensemble des chaînes, c'est ECDSA. Et donc, les fournisseurs de wallets, ils utilisent ECDSA en MPC. Et le problème, c'est que, voilà, c'est celui que je viens de dire. Donc ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Et moi, parfois, on nous demande est-ce que Ledger va faire du MPC, etc. Moi, je suis pas du tout à l'aise de me dire qu'on va mettre à risque genre 20% des assets de la blockchain sur une technologie qui est pas mature. Enfin, pour moi, ça n'arrive pas. Mais Schnorr est tombé dans le domaine public, donc maintenant on peut le... Par exemple, Schnorr, moi, je serais assez intéressé. Tu vois, si on veut faire du MPC, faire du MPC Schnorr sur Bitcoin, c'est un truc qui, moi, fait plus de sens. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle MUSIC2, qui est un protocole qui permet de le faire. Et d'ailleurs, qui est inséré dans Bitcoin Core maintenant. Et d'ailleurs, un des designers de MUSIC2 travaille chez Ledger aujourd'hui, il s'appelle Yannick Serra. Et ça arrive quand sur Ethereum, Schnorr, alors ? Alors, Schnorr, ça arrive pas sur Ethereum, mais l'idée, c'était sur Ethereum de basculer vers BLS, qui est un autre algo de signature qui, pareil, est designé et pratique pour faire du MPC. L'idée, c'était quand on parlait de Ethereum 2 à l'époque, l'idée c'était de bouger vers BLS. Au final, on a bougé les validateurs vers BLS. Les validateurs, quand ils valident les blocs, ils signent des blocs avec BLS. Mais la signature BLS sur Ethereum, on ne sait pas quand elle va arriver, je ne sais pas si elle va arriver. Bref, donc aujourd'hui, on a un peu ce problème-là, et du coup, pour ces raisons-là, clairement, les gens, on va pas investir, en tout cas. Et ça sert à quoi le MPC pour les Pékins comme moi, pour le end-user ? C'est de te dire que tu vas avoir un peu de gouvernance et de dire tu signes pas tout seul, etc. Et aussi, c'est un multisig, ça ? C'est un sort de multisig, tu vois, mais cryptographique. Mais cryptographique, le multisig. Non, enfin, c'est pas le même multisig que celui du smart contract. Celui du smart contract, il va vérifier chacune des signatures. Le MPC que je te décris, ça va être la somme des signatures, enfin, en tout cas, Ah oui, tu génères une signature commune, alors que l'autre, tu fais un smart contract qui fait la tambouille. Exactement. Donc, tu élimines le smart contract, en fait. Exactement. Donc, c'est un multisig plus propre. Et qui demande moins de gaz, c'est ce qu'on venait de dire. Ouais, par contre, il demande moins de gaz, ça c'est l'avantage. Mais d'un point de vue cryptographique, comme je viens d'expliquer, il est plutôt moins propre. S'il était fait comme en Schnorr ou en BLS, effectivement... Ce serait plus propre et moins cher, c'est ça l'idée. Exactement. Mais pour le front user, ça change pas grand-chose en fait. Pour le front user, oui, ça change pas grand-chose, sauf que, du coup, qui sont les signataires ? Du coup, c'est ça le problème, tu vois, c'est ça la question. Les fournisseurs de wallets, parfois, ils se disent, moi, je suis un des signataires et toi, t'es l'autre. Et du coup, peut-être t'es plus sécure. C'est un peu les trucs qu'ils peuvent vendre. Et pour moi, il y a un petit peu
de mauvaise foi dans le narratif, tu vois. Déjà pour les questions de sécurité, et aussi, moi je pense que c'est très important la self-sovereignty, la self-custody. Genre, tu dois être complètement owner. Sans passer par un smart contract tiers. Ouais, s'il y a un smart contract on-chain, bon, c'est le smart contract qui gère, ok. Mais si tu as besoin d'un tiers de ton wallet provider, de ton fournisseur de wallet pour signer une transaction, bah, du coup, tu as une dépendance qui est pas super. Pas cachère. Ouais, et de la même manière, comment tu recover ton wallet sur un autre wallet, typiquement tu en as marre d'utiliser ce wallet provider MPC, et tu te dis j'aimerais bien utiliser un autre wallet, bah tu peux pas, parce qu'il n'y a pas les 24 mots, ça fonctionne différemment, quoi. Enfin, tu as toujours des secrets, mais ils sont pas compatibles avec les wallets habituels. Donc ça c'est un autre problème. Attention au MPC, c'est pas prêt. Ça, ce serait ma recommandation. Et il y a une dernière chose, c'est quand tu implémentes un schéma MPC avec plusieurs signers, en fait, ça veut pas dire que tu vas pas sécuriser les morceaux de clés que tu as de chaque côté. Parce que parfois, il y a un raccourci qui est pris par les fournisseurs de wallets MPC, et ils se disent, bon, bah, vu que c'est MPC, vu qu'il y a besoin de plusieurs signers, on va pas sécuriser les morceaux de clés. Là, c'est comme de dire, sur ta porte, tu as 3 serrures, mais c'est 3 serrures en plastique. Bah non, tu vois. Si tu as 3 serrures, tu as envie d'avoir 3 serrures sécurisées, tu vois. Et donc, ça, je trouve que c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans cette industrie. Moi, je crois que si un jour, Ledger, on investit un peu plus dans le MPC, bah, les signers, on les mettra toujours dans des hardware wallets, tu vois, dans des trucs qui sont sécurisés. Et là, effectivement, tu peux potentiellement améliorer la sécurité avec un peu de gouvernance. Et ça, c'est un raccourci qui est pris parfois et qui, pour moi, n'a pas de sens. Faire un wallet sur ton téléphone dans lequel tu as un wallet MPC sur ton téléphone, dans lequel tu vas faire une partie de la signature sur ton téléphone et l'autre partie dans le cloud, bah en fait, ça améliore pas du tout la sécurité. Les serrures en plastique, quoi. C'est 2 serrures en plastique, et en plus de ça, souvent, dans le cloud, c'est impossible de vérifier quoi que ce soit. Donc en fait, ce que tu vérifies sur ton téléphone, bah, tu le vérifies sur un device qui n'est pas sécurisé. Donc potentiellement, tu crois que tu es en train de signer genre 0.1 Bitcoin pour me l'envoyer à moi, et en fait, tu envoies tout ton wallet à l'attaquant, et tu vas quand même le consentir. Et de la même manière, si l'attaquant il est capable de récupérer ton morceau de clé qui est dans ton téléphone, il va pouvoir utiliser le serveur comme un oracle de signature, ce qui est aussi un véritable problème de sécurité. Et là, il y a un truc que je comprends pas, en fait, c'est que dans une dernière interview, on disait que dans les téléphones, on va pouvoir insérer des éléments sécurisés. Et là, ok, on dit, voilà, on coupe un morceau de la Ledger, on la met dans le téléphone, on ferme en plastique, basta, ok, je visualise. Mais le problème, c'est que si je signe avec mon doigt, par exemple, il faut que dès que ça touche le téléphone jusqu'au moment où ça va au bignou, tout soit sécurisé. Exactement. Est-ce que ça fait pas un téléphone sécurisé à la fin par contagion? Alors l'idée, parce que si on fait facecam, bah pareil, c'est la caméra, le plastique qui touche la caméra. Effectivement, donc si tu veux un wallet sécurisé, il y a 3 propriétés que tu veux, 3 propriétés de sécurité. La première, c'est que ton secret, ta seed, soit généré dans un endroit sécurisé, dans une enclave, donc dans un secure element. Ledger, un petit bout Ledger. Ouais. Ensuite, tu veux que les secrets, ils en sortent jamais, donc ça veut dire que ta cryptographie doit être implémentée à l'intérieur de ton enclave, parce que sinon, si tu dis je mets mes secrets dans le secure element et ensuite je récupère les secrets dans mon application Android pour la signer, bah ça marche pas, c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc deuxième propriété, c'est la cryptographie implémentée dans ton enclave. Et la troisième propriété qui est vachement importante, ce que tu viens de dire, c'est d'avoir le what you see is what you sign, d'avoir une garantie forte que la transaction que tu es en train de consentir, c'est bien la transaction que tu veux faire. Mais du coup, le secure element... Et pour ça, tu as besoin d'une trusted UI. Trusted UI, c'est-à-dire... J'allais dire, c'est l'écran du téléphone. Ça veut dire que l'écran, ce qui t'affiche, tu vas avoir des bonnes garanties là-dessus. Et en plus de ça, que pareil, ton consentement soit bien récupéré de manière sécurisée. Donc en fait, si je voulais mettre moi une Ledger dans un téléphone, je prendrais un téléphone, puis je ferais une coche en plastique, enfin je couperais au ciseau, quoi, toc toc, et puis je collerais une clé Ledger, mais à la colle, quoi, un truc bête. Et en fait, je touche la clé, c'est pas le téléphone en fait. Le téléphone et la clé sont 2 choses différentes. C'est une manière de faire. Après, nous, on réfléchit à des manières plus élégantes, mais c'est une manière de faire, effectivement. Bah, en plus joli. Après, on peut habiller. Il faut demander à Tony Fadell. Mais, voilà. Mais en gros, c'est ça. Ça veut dire que le téléphone et la clé, l'élément sécurisé, c'est 2 devices différents.
Parce que si ça s'affiche sur le téléphone, il faut sécuriser tout le téléphone. Très clairement, il faut et sécuriser tout le téléphone, c'est le truc qui est pas possible. On a compris. Mortel. Le problème, c'est qu'il y a une surface d'attaque qui est bien trop grande, etc. Donc effectivement, tu es en train de mettre le doigt sur un vrai challenge technologique sur lequel on travaille et pour lequel on a des bonnes idées. Promis, dès qu'on aura ces idées seront avancées, je te mettrai un petit coup de téléphone pour t'expliquer comment on va faire. Super, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci à toi, à chaque fois c'est un plaisir aussi. Salut.